à faire l'actualité. Voici quelques semaines, en effet, est paru aux éditions Gallimard le premier tome de sa correspondance avec Jacques Chardin. Preuve que Paul Morand est bien un grand, cette publication était aussitôt considérée comme un événement littéraire de première importance. Et pourtant, rien n'est simple avec Paul Morand. Morand énerve et fascine. Il exaspère et désespère parfois jusqu'à ses propres amis. Il est aimé et détesté, parfois par les mêmes. Il est vrai que l'homme n'a pas été épargné par les événements et qu'en retour, il n'a pas cherché à les éviter. Né en 1888, décédé en 1976, Paul Morand a traversé le siècle. Il était le témoin lucide et avisé de la tragédie européenne de ce siècle. Il a parfois aussi été un acteur moins avisé de celle-ci. Certains ne lui pardonnent toujours pas. On peut parier que Morand ne s'en émeuvrait pas. Cet anglomane aurait pu faire sienne la maxime anglaise « Never explain, never complain ». Il aurait pu aussi proclamer « beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». Telle aurait pu être sa devise. Fort heureusement, malgré tous ses efforts, et certainement grâce à son talent, il a aussi beaucoup d'amis, ou en tout cas de fervents admirateurs de son œuvre. Et nous avons la chance, autour de cette table, dans nos studios, d'en avoir d'éminents. Nous avons en effet parmi nous, tout d'abord, Michel Collomb. Michel Collomb, bonjour. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Montpellier 3. Vous avez, je crois, consacré votre thèse à Paul Morand et publié divers ouvrages sur son œuvre. Nous sommes également en compagnie de l'ambassadeur Henri Paul. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, comme Paul Morand, diplomate, et même mieux, comme Paul Morand, vous avez été ambassadeur de France à Bucarest. Exact. Nous recevons aussi Marc Lambron, qui lui aussi est une sorte de collègue de Paul Morand, mais à un autre titre, puisque comme chacun sait, Marc Lambron est écrivain. Enfin, à ma gauche, last but not least, nous avons parmi nous Olivier Bosc. Olivier Bosc est conservateur de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly, et il a organisé, avec Michel Collomb, la première exposition consacrée à Paul Morand, et c'était également à Bucarest. Pour commencer, messieurs, je voudrais vous demander, à chacun d'entre vous, dans quelles circonstances vous avez rencontré Paul Morand, je veux dire l'œuvre de Paul Morand, et comment cela s'est-il produit? Il y a toujours une alchimie quand on rencontre l'œuvre d'un écrivain. Quelle en était l'occasion et quelle a été, était-ce un choc, un coup de foudre, une surprise? À vous de me dire. Alors dans mon cas, c'était à l'occasion de la préparation de ma thèse. Ma thèse portait sur le style d'époque en littérature. Et mon hypothèse, c'est que, de même qu'il y avait un art déco qui s'était développé autour des années 1925, il devait y avoir une littérature art déco. Et j'avais cru trouver, chez un certain nombre d'écrivains, mais en particulier chez Paul Morand, une référence qui allait dans ce sens. Voilà. J'avais donc lu beaucoup de Paul Morand à cette époque, mais surtout la production de nouvelles et de romans qu'il avait faites dans l'entre-deux-guerres. Et j'avais été complètement séduit, je dois dire. Oui, on peut parler de coup de foudre pour le style, pour l'audace des images, pour le côté un peu péremptoire de ses déclarations, de ses jugements. Enfin voilà, c'est comme ça que j'avais découvert Paul Morand. Et ensuite, évidemment, l'occasion s'est trouvée de devenir son éditeur à la Pléiade. J'ai un peu hésité, et puis comme c'était quand même un privilège de pouvoir travailler comme ça longtemps, dans le long terme, avec cet auteur, j'ai accepté. Et ça a été donc 3 volumes, plus le journal d'un attaché d'ambassade que j'ai réédité avec un supplément que j'avais découvert dans des archives. Pourquoi aviez-vous hésité ? J'ai hésité. J'ai hésité parce que j'étais professeur de littérature comparée. Et je craignais d'abord que ça m'enferme un petit peu dans le travail d'un spécialiste de littérature française du XXe siècle. Je sois trop cantonné, non seulement dans la littérature française, mais même dans un seul écrivain. Donc c'est ce qui me faisait hésiter. Voilà la raison principale. Marc Lambron. Moi, je l'ai rencontré au Purgatoire de son vivant, c'est-à-dire, 1974. Moi, j'ai 17 ans, je vais entrer en Hippocagne. Et je tombe, sans doute parce que j'avais l'amour déjà de Venise, sur Venise au pluriel. Et je suis tout de suite très en alarme, très sollicité, très intrigué, très séduit
parce qu'il y a dans Venise, moi j'étais un peu babacool à l'époque, un peu hippie, il y a des philippiques contre les jeunes vagabonds dépenaillés de l'époque, ça ne me plaît pas trop, mais ce qui est évident, c'est le style. Donc, ce qui fait un écrivain. Donc, je suis très frappé. Et je ne suis pas le seul. Hein. J'ai quelques camarades à l'époque, donc à 2 ans de la mort de Morand, mais à un moment où il n'est pas quand même très en faveur chez les jeunes gens, très frappé par ça. Et je vois bien que ce que Céline détectait dans les années 20 chez Morand, c'est-à-dire le premier auteur français qui ait introduit le jazz en littérature, c'est encore là quand, octogénaire, il écrit Venise. Donc, je ne peux être que requis, non pas idéologiquement, mais esthétiquement, ce qui est mieux, par Morand. Après, 3 ans plus tard, 2e livre, Hécate. Hécate et ses chiens, qui est disponible en folio à ce moment-là. Donc, Gallimard fait bien les choses. Et là, je suis très étonné par le livre qu'écrit ce sexagénaire, qui est quand même un manuel de perversion compressé, intégré, un livre extrêmement vénéneux, pas du tout correct, qui va très loin dans l'exploration, au fond, du fantasme et de l'abîme sexuel. On me dit, qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Ah oui, c'est un ambassadeur, comme mon vis-à-vis, il a été vichiste, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pédophilie ? Parce qu'il s'agit de ça à Tanger. Et enfin, 3e étape, 2 ans plus tard encore, je découvre le journal d'un attaché de l'ambassade. Et d'ailleurs, j'écris un DEA, diplôme d'études approfondies, sur ce texte, que je soutiens devant un professeur de Sorbonne, Auguste Anglès, qui était l'historien de la NRF, qui transmet ce mémoire universitaire à la NRF. Et je crois que le premier texte publié de moi l'a été dans la NRF, c'était un abrégé de ce mémoire. Ce qui me frappe dans le journal, c'est un livre de jeune homme, c'est-à-dire qu'il l'écrit en 17, donc il a 29 ans, enfin 16-17. Alors c'est un planqué, mais c'est la vie de l'arrière, celle qu'au fond Proust, d'une certaine manière, décrit à la même époque. Enfin, les nuits avec les nuits de Paris avec les éplins et le baron de Charlus qui se rend rue de l'Arcade dans le claque de Jupien. C'est ce Paris-là. Et étant jeune homme, j'ai un élan de jeune homme vers ce Morand, qui est quand même très haut perché, parce qu'il est dans la proximité de Berthelot, de Briand. Et quand on découvre Paris avec l'ivresse d'un jeune provincial qui arrive, il y a sans doute des échos dans la pétarade de ce Morand diplomatique qui me séduit. Voilà, ça commence comme ça. Puis après, à suivre. Mais après, j'ai lu, je n'ai pas arrêté de lire et de redécouvrir, mais ça part comme ça. Donc, je peux témoigner que des jeunes gens des années 70, contre toute doctrine, pouvaient être extraordinairement séduits par le style de Morand. Vous pouvez donc aimer à la fois les Rolling Stones et Paul Morand. Voilà. Les deux aimaient Tanger, point commun quand même. Et l'Angleterre, ils étaient anglais. Quant à moi, c'est tout simple, c'est par la bibliothèque paternelle. J'ai la chance d'avoir pu lire très vite et très tôt beaucoup d'ouvrages et de les avoir même dévorés. Et dans la bibliothèque paternelle, Morand était très bien représenté. C'était une bibliothèque, je dirais, composée un peu à droite, parce que il y avait beaucoup d'auteurs assez à droite dans cette bibliothèque, mais c'était pas inutile et c'était souvent des très bons auteurs. Mais ça allait quand même jusqu'à Mauriac. Mais en tout cas, tout ça, j'ai lu beaucoup. Et puis, en plus du style, qui évidemment est frappant, Ouvert la nuit, Fermé la nuit, Londres, c'était ça les quelques-uns des titres dont je me souviens. Au-delà de ces titres, c'est aussi la personnalité et son goût extraordinaire, son ouverture extraordinaire sur le monde, cette nouveauté profonde qu'il incarne en permanence. C'est quelqu'un d'extraordinairement ouvert et d'extrêmement perméable aux influences, aux tendances. Et donc ça m'a beaucoup plu. Son goût des voyages, bien sûr, son goût de la vitesse et son goût de la diplomatie, même si c'était probablement un assez mauvais diplomate, qui s'est quand même pas mal trompé. Mais ça m'a plu aussi beaucoup, évidemment. Et alors en plus, je l'ai physiquement rencontré parce que j'étais, enfin pas tout à fait, mais enfin j'étais à son enterrement. J'habitais à côté de la cathédrale orthodoxe grecque, et donc lorsque j'étais étudiant, dans les âges de Marc, et comme j'aimais cet auteur, je suis allé à son enterrement.
Un pauvre enterrement, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était juste après le purgatoire, donc, dans les Marc Lambron. Oui, il était encore au purgatoire. Dans la doxa des années 70, il y avait l'exhumation d'auteurs qui, jusqu'alors, étaient un peu souterrains, je veux dire, mais qui étaient devenus des subversifs officiels. C'est-à-dire que la subversion officielle, qui était en train de devenir en réalité presque dominante, c'était de lire Bataille, Violette le Duc, un certain Léris, etc. Or, l'underground de l'underground, c'est-à-dire ce qui était censuré, en quelque sorte, en tout cas qui n'était pas présent dans la gare des Michards du XXe siècle, dans les manuels, ça se tenait évidemment pour des raisons pénalisation idéologique évidente à cause de la guerre. Donc ça, c'est du côté de Drieux ou du côté de Morand qui n'était plus lisible, ou peu édité, quoique vivant dans le cas de Morand. Donc c'était un auteur underground, envers et contre lui-même sans doute. Pour Céline, la cause était déjà entendue. C'était un sale bonhomme qui avait collaboré, qui avait été nasillon, etc. Mais c'était un très grand écrivain, donc tout le monde se mettait à genoux devant cette gloire déjà reconnue à l'époque, hein, et même avant. Là, vous parlez de Céline. Oui, Céline. Oui. Enfin, ce qui est sûr. Non, mais dans les béatifications officielles, ce qui est certain aujourd'hui encore, c'est qu'il y a des tas de lycées ou de CES qui s'appellent André Malraux, Albert Camus ou Henri Barbus. Il n'y a pas de collège Paul Morand. Pas non plus de Céline. Et pas non plus de Louis-Ferdinand Céline. Bon. Mais tant mieux, ça veut dire que la subversion se tient en lisière de la reconnaissance républicaine. Donc, il continuera à bénéficier du goût de l'interdit. Oui, donc Morand serait donc un rebelle, un peu destroy, comme on dit aujourd'hui. Mais ça ne lui aurait pas déplu. Michel Collomb, pour rester sur ce thème, lorsque vous avez déclaré à vos professeurs que vous comptiez rédiger votre thèse sur Paul Morand, quelle a été la réaction? Comment cela a-t-il été J'étais très bien accueilli parce que mon professeur, mon directeur de thèse était Jean-Yves Tadier, qui s'intéressait à Morand à cause de Proust essentiellement. Donc il m'a encouragé, poussé même, je dois dire, ensuite à continuer à travailler sur Morand. Oui, il n'était pas du tout, il n'avait pas de réserve. Enfin, il avait bien sûr la réserve commune, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas très respectable sur le plan idéologique, sans doute, mais comme écrivain, il mériterait sans doute d'être étudié, car il n'y avait pratiquement rien. Autour de 1970-75, il n'y avait quasiment rien, et en tout cas aucune thèse universitaire, sinon quelques travaux d'un Américain. Il y avait Sarkany, qui était un Hongrois qui avait fait sa carrière au CNRS, et qui avait eu le privilège de 3 entretiens, enfin au moins 3 entretiens avec Paul Morand, et il en avait fait sa thèse. Une thèse utile d'ailleurs, qu'on peut relire avec utilité, dans la mesure où il donne pas mal de précisions, et surtout il se fait berner sur beaucoup de points par Morand. Donc c'est intéressant de confronter la façon dont Morand s'est amusé un peu avec lui. Et vous, Olivier Bosc, lorsque vous avez décidé de monter cette première exposition sur Paul Morand, comment ça s'est-il passé? Quelle a été la réception et la postérité de cette exposition? Alors, je vais peut-être un peu tempérer ce qu'ont dit à la fois Marc Lambron et Henri Paul. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'en tout cas pour la génération de la fin des années 80, Morand il fait partie au même titre de figure que Malraux dans un camp ou de Von Salomon dans l'autre. Il était aussi à ce titre un petit peu considéré comme un dandy, et donc je pense qu'il ne suscitait pas une adhésion extrêmement forte, peut-être par opposition à d'autres écrivains avec des positions peut-être plus tranchées. Moi, pour ma part, je l'ai rencontré dans la bibliothèque familiale, et c'est aussi le volume Venise avec ce pluriel qui tire l'œil vraiment sur la couverture blanche de Gallimard. J'ai trouvé très intéressant un petit peu sur les brisées de Michel Collomb, d'en faire un objet un petit peu d'étude, un petit peu, historicisé. Ce qui n'est pas toujours simple, on va peut-être le voir ultérieurement. Et quant à l'exposition de Bucarest, elle revient
Henri Paul, qui en a eu, je dirais, à la fois l'idée et presque, je dirais, le courage d'aller un petit peu dans l'inédit, parce qu'il n'y avait pas eu d'exposition consacrée à Paul Morand. Et peut-être une dernière chose sur Morand, c'est vrai qu'en lisant, quand j'avais 18-19 ans, ou vers la nuit, fermer la nuit, ça m'a paru comme quelque chose un petit peu dans le prolongement. Ça va être une comparaison un peu curieuse aux albums de bande dessinée d'Hugo Pratt, de Corto Maltese. C'était contemporain de cette époque, de cette période, de ces empires qui se diluent, qui disparaissent. Et voilà, j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus solide et bien mieux que Hugo Pratt quand même. Voilà. Un peu plus charpenté. Voilà. En fait, je m'attendais à ce que, venant du représentant de votre génération, je pensais que vous alliez m'évoquer les hussards. Souvent, parmi les garçons, les jeunes garçons et filles de votre génération, Paul Morand, c'est la figure tutélaire avec Chardonne, justement, dont la correspondance vient d'être éditée, comme le maître un peu mal connu de cette génération d'écrivains-là. Est-ce que ça a compté pour vous, par exemple, Marc Lambron ? Pas du tout. Non, parce que moi j'ai lu avant, j'ai lu, je crois, Morand avant Limier. Moi, je serais plutôt, ça on en parle moins, parce qu'évidemment il y a du vivant de Morand, c'est ces neveux là, comme les neveux de Donald qui sont autour de lui, qui sont les hussards. Mais ce qu'on dit moins est quand même très frappant, parce que je crois que la force de Morand se montre là. Ça commence 2 ans après la mort de Morand, une résurrection de gauche de Morand. C'est-à-dire, Morand meurt en 76. 78, il y a un essai qui a été assez important de Jean-François Fogel, qui était un ancien Mao, journaliste à Libération, qui s'appelle Morand Express. Et il est totalement fasciné par Morand et il fait l'enquête, façon bonnes adresses du passé. Ensuite, il y a, par exemple, la réédition dans les années 80 du New York, chez Flammarion, avec une préface de Philippe Solers, qui dit il y a 3 grands écrivains, moi je fais mon tiercé, Proust, Céline et Morand. Il le met avant Claudel, avant Bernanos, avant les autres. Lorsque le journal Inutile paraît, il y a 2 pages sidérantes dans Libération de Philippe Lançon sur le thème Bienvenue au club. Enfin, voilà un grand écrivain. Il y a les travel writers à la française, les Rollin, Daniel Rondeau, ancien Mao, futur ambassadeur comme Henri Paul, et qui est aussi un portraitiste de ville, qui écrit sur Alexandrie, sur Tanger, sur Istanbul, sur Malte, et qui est très très fasciné, et qui morandise beaucoup dans son style. Et puis il y a même les frères Rollin, Jean Rollin, Olivier Rollin, enfin qui étant des écrivains voyageurs, ne peuvent que retomber sur le sillon Morand. Donc c'est très frappant que dans cette génération de gens qui n'ont rien à voir idéologiquement avec Morand, ce qui n'était pas le cas de Blondin ou de Nimier ou de Nourricier qui penchait plutôt à droite, la force de Morand est telle que, au-delà de la barrière idéologique, il ressuscite à peine mort. Ça tient à quoi selon vous ? À son style, au fait qu'il ait introduit la nouvelle ? Ça tient à son actualité. C'est qu'il est extraordinairement actuel. Et d'ailleurs, quand on lit même cette récente publication, ou quand on lit son journal, ou même le journal d'un attaché d'ambassade, il est extraordinairement actuel parce qu'il a des notations tellement fines et tellement vives qu'il frappe. Et je pense que c'est son actualité. Il reste extrêmement actuel. Il n'est pas démodé. Il est extraordinairement moderne. Moi, l'autre jour, j'étais convié à une réunion de fondation qui a tourné court, enfin en tout cas d'une association des amis de Paul Morand. Ça se tenait au Jockey Club. À mon avis, c'est pas l'endroit où il faut le faire. Et c'était très, très, un peu momifié, très naphtaliné. Et Morand, d'abord, je leur ai dit que Morand avait été blackboulé au Jockey Club, ce qu'ils ne savaient pas, et donc c'était pas le bon endroit pour il faut le faire à l'auto, du club de France. Oui, il faut le faire dans un club dont il était membre. Dont il était membre, oui. Et d'ailleurs, qui a été son héritier. Oui. Mais ceci pour dire que Morand, il crève, comme tous les grands écrivains, le mur du temps. Et que même là, peut-être on en parlera dans cette correspondance Chardonne, moi ce qui m'a frappé plus que peut-être, plus que jamais, c'est le côté coloriste de Morand. Il y a, je crois que c'est le printemps 57, récit d'un voyage au Portugal. Mais il est tout, il est pointilliste, il est tachiste, il est impressionniste, il y a encore le côté art déco, et je vois pas beaucoup d'écrivains français qui aient été autant que lui des
coloristes. Enfin, c'est éblouissant, le Morand pictural, qui écrit à la diable et qui perçoit le monde comme une moire colorée avec une sensualité qui voilà. Au Jockey Club, je leur ai dit, mais vous savez, si vous avez des prurites de protection du patrimoine littéraire, intéressez-vous à Martin Dugard, à Jules Romain, à Henri Barbus, voire à Gide, je crois qu'on ne lit plus beaucoup, à Barrès qu'on ne lit plus du tout. Il y a d'autres misérables qui attendent des bouées de la postérité. Morand se défend très bien tout seul. Il a besoin de personne. Oui, je crois qu'il est resté complètement inclassable, et c'est ce qui le rend toujours excitant. Et puis, finalement, au XXe siècle, c'est un des écrivains qui ont associé l'écriture, la littérature, la pratique de la littérature, dans toutes sortes de genres d'ailleurs, et puis la diplomatie, une expérience diplomatique sur laquelle on pourra revenir, qui est beaucoup moins finalement importante en termes de séjour à l'étranger que pour d'autres diplomates, mais en tout cas qui lui a donné une vue distanciée sur les grands problèmes internationaux, et manifestement il aime, on le verra dans ses lettres, il aime avoir des jugements sur l'évolution du monde, sur la grande géostratégie, comme on dirait aujourd'hui, comme on ne disait pas de son temps. Voilà, et tout ça le rend toujours intéressant. On a toujours envie d'avoir ces formules définitives qu'il sait trouver. Oui, quel rapport établissez-vous, Henri-Paul, par exemple, entre son travail de diplomate et son œuvre littéraire? L'une nourrit l'autre. L'histoire. D'abord, il aime l'histoire. N'oubliez pas qu'il est l'auteur d'excellents livres d'histoire, celui sur Fouquet, par exemple, mais aussi Mon plaisir en histoire. Vous verrez, il y a des pages dans Mon plaisir en histoire qui sont des pages d'un véritable historien. Il a toujours, et ça c'est important, vous savez, la diplomatie, c'est de l'histoire et de la géographie, en gros. Donc, notre ami Paul, il aime l'histoire et il est un excellent géographe, car il parcourt le monde en permanence et il ne se trompe jamais. Et donc, une fois, je pense que le lien, c'est ça, c'est l'histoire, la géographie. Et donc, il avait assez naturellement, à mon avis, le goût de la diplomatie, mais il est venu par Giraudoux, essentiellement, qui n'était pas un très grand diplomate, mais qui était quand même totalement ancré au Quai d'Orsay, bien sûr. Quelle trace a-t-il laissé sur Bucarest? Mais vous savez, je pense que Paul Morand s'employait à effacer ses traces. Il ne laissait pas de traces. D'ailleurs, la preuve, c'est que son héritage a été totalement dispersé. Donc, je crois qu'il n'a pas laissé de traces à Bucarest. Il s'est employé à les effacer. Néanmoins, justement, moi, j'y suis allé pour les rechercher. Ça a été très difficile. J'ai même parcouru tous les registres d'état civil de son époque et je n'ai jamais pu y retrouver sa signature. J'ai aussi une lettre orthographe ou un livre dédicacé de Paul Morand, pas à moi, mais à quelqu'un d'autre que j'ai retrouvé. Je n'ai jamais pu réussir à trouver sa signature sur aucun registre d'état civil. Et pourtant, Dieu sait que quand vous êtes ambassadeur, vous en signez des registres d'état civil. Non, il déléguait sa signature. Je pense que c'est pas quelqu'un qui voulait laisser une trace physique. La vraie trace est littéraire. Marc Lambron, vous vouliez intervenir? Oui, je pensais à cette histoire au fond, d'écrivain diplomate. Alors, en effet, les années 30, Alexis Léger, Saint-Jean-de-Perse, Giraudoux, Claudel, Morand. Léger n'en a pratiquement pas parlé de sa vie de diplomate. Hein. Non, sauf dans sa autobiographie pour la Pléiade. Oui, voilà, complètement complètement réécrite. Mais non, moi je me demande si c'est une hypothèse. Si on prend un peu de perspective, est-ce qu'une bonne partie de la littérature française, et là il faudrait le dire laudativement, ne serait pas une littérature de cour? De dire que, Thibaudet disait que la littérature française est née dans la chambre des dames, c'est-à-dire dans la chambre des reines, littérature courtoise, etc. Il y a les grands écrivains français. Évidemment, Louis XIV, donc ça veut dire Racine, ça veut dire Bossuet, ça veut dire Sévigné. Saint-Simon, qui est probablement le plus grand mémorialiste, raconte quelque chose qui a à voir avec le pouvoir et avec la cour. Chateaubriand, l'ambassadeur Chateaubriand aussi. Gobineau, latéralement. Alors il y a des gens, Rimbaud et Flaubert, on n'ira pas dire que ce sont des hommes de cour. Mais je pense que chez Morand, il y a quelque chose qui revient de ce site qui est quand même un beau lieu de vision et de comédie humaine. Enfin, les coulisses du pouvoir, en effet, la géopolitique, la France, le monde, et le cosmopolite des années 20 est déjà diplomate.
Alors il s'est trompé de cours, parce que Berthelot c'est très bien, Laval c'était moins bien. Là il y a eu une erreur manifeste d'appréciation historique. Mais lire ce lieu commun contemporain consiste à dire qu'un écrivain est un rebelle. Je pense que Morand était un rebelle et qu'il l'a été à son corps défendant. Mais il faudrait voir aussi de quel lieu de la société française il a écrit, est-ce que ça n'a pas à voir avec une longue tradition finalement de notre littérature. Juste effectivement on s'interrogeait tout à l'heure sur est-ce que Morand est un écrivain de droite ou pas. Enfin, le questionnement était peut-être un peu plus élaboré que ça, mais je pense qu'idéologiquement le milieu dans lequel il est élevé, il grandit, est un milieu plutôt républicain, radical, et qu'effectivement il est très tôt dans les antichambres du pouvoir. Il y a Combarieux, qui est son oncle, qui est secrétaire général de l'Élysée. Alors, le secrétaire général de l'Élysée, à l'époque, c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'est peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est moins que Claude Guéant. Voilà. Ou Monsieur Lemas, actuellement. Et ce qui est intéressant dans ce que disait Marc Lambron à l'instant, c'est qu'effectivement, il a été du côté du pouvoir, du côté de la cour, mais ensuite, il a été banni. Il a été retranché de cette... comment dirais-je, de ce privilège. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant chez Morand, c'est qu'il a été au firmament et il a été tout en bas. Oui, mais peut-être parce qu'il a fait des mauvais choix de cours, puisque il n'a pas bien choisi. Il est revenu de Londres au mauvais moment. Ensuite, il a quand même, faut pas oublier, été banni, y compris par Vichy, qu'il a exclu des cas diplomatiques, puis ensuite réintégré à la suite de ses amitiés avec la fille de Pierre Laval. Donc, il a fait des mauvais choix de cours, parce que je pense que c'est justement pas un courtisan. Je pense qu'il aimait la société, mais en société, il ne restait pas. Il filait très vite. Il ne participait pas au papota. Hélène aimait la société, mais lui, je ne suis pas sûr. C'était quelqu'un qui se lassait assez vite des choses et qui passait très vite à autre chose. Et il n'était pas, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'était pas un si bon diplomate, parce que traditionnellement, le diplomate doit au contraire donner son temps aux autres. Lui, il gardait son temps pour lui. C'est-à-dire, j'ai découvert une lettre de Morand, enfin un brouillon de lettre, parce qu'on ne sait pas si elle a été envoyée de Morand à Saint-Jean-de-Perse, donc à Léger à l'époque, secrétaire général du Quai d'Orsay, dans laquelle il lui dit je vais démissionner de la diplomatie, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est fait pour toi, tu es un vrai diplomate, mais moi j'ai pas ce don. Manifestement, je crois que le pouvoir, effectivement, la relation pouvoir chez lui n'était pas essentielle. Quant à la question des choix, il y a une lettre à Chardonne où il explique, et c'est une explication qu'il a donnée souvent à propos du choix de juin 1940, qu'il n'a pas choisi, justement. Il n'a pas choisi De Gaulle, il n'a pas choisi non plus Vichy. Il a simplement continué à être un fonctionnaire fidèle au pouvoir auquel il avait donné, auprès duquel il s'était engagé, qui lui avait fait confiance jusqu'alors. Et c'est pour ça qu'il a continué à le servir en rentrant en France quand il ne pouvait plus. C'est l'explication qu'il a donnée à plusieurs reprises. Plutôt un homme d'ordre. Il y a quand même, il y a abandon de poste. Il y a abandon de poste en juin-juillet 40. Parce qu'il dirige la mission économique française à Londres. À un moment quand même très tôt dans l'histoire de Vichy, où Baudouin, le ministre des Affaires étrangères, n'aurait pas dédaigné d'avoir plusieurs fers au feu, et notamment d'avoir un homme à Londres. D'ailleurs, il y a eu ensuite des missions secrètes, Groussard, etc. Donc il était attendu de Morand qui reste. Et qui joue double jeu. Et éventuellement, en juillet, on ne sait pas encore. Ça, il n'était pas capable. On ne sait pas encore très bien où ça va quand il s'en va en juillet. Donc, de son propre chef, et sans doute parce qu'il avait des raisons, y compris des raisons personnelles, voire sentimentales, de rentrer à Paris, il quitte Londres. Et Baudouin, il est suspendu pour abandon de poste. Et il ne revient qu'en avril 1942 avec Laval, et en effet, comme le disait Henri-Paul, parce que affinité avec José de Chambrun. À Londres, la situation était difficile parce que l'ambassadeur en place avait démissionné, de sorte qu'il se retrouvait, lui, comme le diplomate le plus ancien, dans le grade le plus élevé. Et du coup, il avait un choix à faire. Et le choix, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de relations avec Vichy et avec la politique, avec le ministère des Affaires étrangères de Vichy, qui était quand même un peu flottant à l'époque. Donc, c'était difficile pour lui de savoir ce qu'il fallait faire. Et donc, revenant, il a quand même très mal apprécié. Mais il n'est pas le seul.
De Gaulle, et ce cas représentait ensuite De Gaulle. Mais à l'époque, De Gaulle n'était pas grand-chose, c'était juste un pari, même les Américains n'y croyaient pas. Hein. Donc Morand, c'était encore pire. Je crois que Morand a préféré ne pas faire de choix et ne pas jouer double jeu, et donc se mettre à disposition de son administration, ce qui en effet peut s'interpréter comme un abandon de poste. Ah bah, il a été sanctionné. Et du coup, il a été sanctionné pour ça. Ce qui est d'ailleurs assez curieux comme un diplomate, c'est qu'il a commencé, si je ne me trompe, les 2 guerres à Londres. Je crois qu'en 14, il est. Ah bah, il n'a pas fait la guerre de 14. Non, mais il est à Londres. Et en 40, il est encore à Londres. Oui. Bon, les conséquences ne seront pas les mêmes, mais... Bah, c'était un spécialiste de l'Angleterre, puisqu'il avait fait ses études à Oxford, tout de même. Donc, il n'était pas si nombreux, le nombre de ceux qui... Michel Collant précisera peut-être ce détail, mais on dit qu'il y avait une bonne raison pour laquelle il n'est pas resté à Londres. En fait, il y a plusieurs bonnes raisons. Il y a une raison, je pense que vous faites allusion à celle-ci, une raison purement, disons, sentimentale ou affective, c'est qu'il avait une liaison avec une femme avant la guerre, une liaison qui remonte déjà à quelques années, et il vient d'avoir un enfant avec cette femme. Donc peut-être qu'il a le souci de, finalement, peut-être d'exercer son rôle paternel. Enfin, ça c'est vraiment des spéculations de ma part, mais en tout cas, le fait est là, hein, qu'il y a cette raison. Alors, il y a une autre raison familiale, c'est qu'il s'inquiète pour sa mère, qui est seule et qui craint qu'elle n'ait pas de ressources. Voilà, donc il veut rentrer également pour cette raison. Alors, il y a une raison politique quand même. C'est que, effectivement, il n'y a plus personne à l'ambassade, plus aucun diplomate n'est en poste. Donc, Vichy lui demande, et il a bien reçu la mission, d'accepter de rester en poste et d'être un interlocuteur officieux avec le gouvernement anglais. Il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement anglais a coupé toute relation diplomatique et la France a coupé leurs relations diplomatiques à cause de Marcel Kébir, de la flotte coulée par l'amirauté anglaise. Cette mission d'être un interlocuteur officieux, Morand l'a acceptée. Il l'a accepté et on a la preuve dans la correspondance avec le Quai d'Orsay de cette acceptation. Donc se profile à ce moment-là l'idée qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire que le gouvernement de Vichy doit recevoir un interlocuteur officieux du gouvernement anglais. Et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Les Américains refusent qu'il y ait un représentant officieux de Paris, plutôt de Vichy, à Londres, et qui est la réciproque. Et même les Allemands informés de cette possibilité, ont fait savoir leur veto. Donc, Morand rentre par Lisbonne avec sa mission. C'est vrai qu'il s'impatientait, il commençait à s'inquiéter. 50 personnes bloquées à Londres, avec le risque de bombardement sur la ville, donc il rentre. Ils rentrent tous par Lisbonne et Morand prend un billet d'avion pour rentrer, pour pouvoir revenir à Londres depuis Lisbonne. Il va à Vichy et là, Baudouin lui dit « Abandon de poste, vous n'avez pas rempli la mission pour laquelle on vous avait contacté, vous êtes mis à la retraite » et ce n'est pas une punition, curieusement. Ce qu'on ignore, c'est que quelques mois auparavant, est sorti un arrêté sur les retraites des diplomates qui faisait que, n'étant pas encore ambassadeur, étant chargé d'affaires, je ne sais pas quel était son... Il était effectivement, il tombait sous le coup de cet arrêté qui permettait de le mettre à la retraite. Donc, en fait, Vichy avait des raisons de le mettre à la retraite. Bien sûr, c'était une mise à l'écart, hein, c'est sûr, mais elle était administrativement acceptable. Il y a peut-être une autre raison, c'est le surmoi de Morand, qui est sa femme, la Minerve qui avait avalé sa chouette, comme disait Cocteau. Si on fait un peu du chronique, on réécrit l'histoire, est-ce qu'on peut imaginer Hélène Morand dans la compagnie de Maurice Schumann, de René Cassin, de Pierre Dac, des hommes qui constituaient
c'était pas assez gratin pour elle. Enfin, il y avait quelque chose qui était... Ces rebelles étaient peut-être mondainement irrecevables. Il y a aussi le choix d'une société. Quelque chose comme ça. Il y avait peut-être aussi les bureaux du Quai d'Orsay qui n'aimaient pas, qui n'aimaient pas les gens un petit peu en dehors de la norme. Il y avait déjà son premier ambassadeur quand il était à Londres qui avait parlé de lui comme mon attaché cubiste. C'était pas très aimé au Quai d'Orsay d'être un attaché cubiste. Ce qu'on aimait, comme d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est des gens un tout petit peu conventionnels. Or, notre ami Paul Morand avait quand même pris un congé de très longue durée. Au moment d'ailleurs de ses plus grands succès, il préférait écrire plutôt que de travailler comme diplomate. Je pense que c'était un collaborateur un peu évanescent. Je ne suis pas sûr qu'il aimait énormément les dîners diplomatiques ennuyeux. Je pense qu'il était déjà très lancé. Même s'il était d'un univers administratif, puisque son père occupait une fonction administrative, son oncle, on l'a dit, était au fond un préfet, secrétaire général de l'Élysée, il avait un peu quitté ce monde-là entre les deux guerres. Il était franchement aller dans un monde beaucoup plus intellectuel, libre, ouvert. Et donc le Quai d'Orsay, qui était quand même un peu conventionnel, lui en a, à mon avis, voulu. D'ailleurs, Alexis Léger se cachait. Il allait dîner le soir, mais il se cachait. Dans la journée, c'était le haut fonctionnaire qui avalait probablement ses télégrammes. Si on cherche les télégrammes de Paul Morand, signés de Paul Morand, on n'en trouvera peut-être pas non plus beaucoup, de même qu'on n'a pas trouvé sa signature sur les registres d'état civil quand il était ambassadeur. Donc je pense que quand même le Quai d'Orsay, il ne l'aimait pas énormément, de même que lui ne s'estimait pas tellement l'un des leurs. Non, c'est vrai on s'imagine mal aujourd'hui le succès qui a été celui de Paul Morand dans les années 20 et 30. Je dirais ses fréquentations des artistes de l'avant-garde. Enfin, il avait une vie très amusante quand même. Une vie très amusante, un écrivain avec énormément de succès, qui gagne beaucoup d'argent, qui est l'auteur fétiche d'un éditeur lui aussi, Bernard Grasset, extrêmement dynamique. Et effectivement, le contraste entre cette vie extrêmement ludique, faite de vitesse, de voyage, de récits, et la vie administrative, fût-elle même au Quai d'Orsay, a dû effectivement inciter Morand finalement en prenant sa retraite à choisir la littérature. En fait, ce qu'il a perdu, c'est d'avoir choisi la littérature. C'est un petit peu ce que vous sous-entendez, Michel Colland. Je pense qu'il avait choisi d'emblée la littérature. Voilà. Oui. Mais alors, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre, il veut faire son salut en littérature. Oui. Il a dit, je ne veux plus même écrire dans les journaux, je veux faire mon salut en littérature. Je pense que ce qu'il a publié à ce moment-là, Hécate et ses chiens, Venise, La folle amoureuse, tout ça. Mais une des choses que je trouve fascinante chez Morand, évidemment, il meurt à 88 ans et il écrit jusqu'au bout. Donc c'est un écrivain phénix, c'est-à-dire il y a des morts, il y a plusieurs morts dans son itinéraire et il y a des résurrections. Et ce que nous fait sentir d'ailleurs la parution du premier tome de cette correspondance avec Chardonne, c'est que Morand à la fois était ce que vient de dire Olivier Bosc, c'est-à-dire Bernard Grasset, les 4M, les années folles, le succès de l'Europe galante, Ouvert la nuit, Fermé la nuit. À l'époque, il y a des parfums et des robes qui s'appelaient Ouvert la nuit. Il y a une légende de Morand, il y a beaucoup d'argent qui tombe. Et aussi bien, et ça définit l'écrivain, il y a le côté Saint-Simon, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pendant des années des textes dont il sait très bien, dont il décide qu'ils seront posthumes. Alors, c'est le cas de cette correspondance qui commence à la fin des années 40 et qui va jusqu'en 68. Il y a des choses éblouissantes et Morand les écrit en sachant qu'il n'aura pas le bénéfice ou la gratification d'auteur qu'il a quand même connu jeune homme, parce qu'il y avait un gros bénéfice narcissique, comme dirait un psychanalyste, à être Paul Morand à ce moment-là. Et de la même façon, le journal Inutile, de 68 à 76, c'est aussi du posthume. C'est assez frappant que dans un même destin, il y a à la fois, il y a le proscrit politique, mais il y a aussi quelqu'un qui est sur probablement une stratégie, entre guillemets, littéraire de longue durée, et qui pense au-delà de la circonstance où il écrit, qui va être lu en l'an 2000, et il l'est. La stratégie littéraire, on la sent bien dans les lettres. On voit bien que c'est quelqu'un qui connaissait très bien le milieu littéraire, et sa renaissance, il l'a organisée.
Et il a vraiment travaillé le milieu littéraire. Tout comme à ses débuts, si je comprends bien. Tout comme à ses débuts, disons, comme entre les années 20 et 30. Mais après, là, au moment, l'artisan de la Renaissance, dans les années 50, 57, il se redresse. Certes, il va à Tanger, mais les lettres avec Chardonne, à Chardonne sont très intéressantes parce que Chardonne, lui, il est dans le milieu des lettres. Il a donc quelques points d'appui dans le milieu des lettres et de l'édition. Et à partir de ces points d'appui dans le milieu des lettres et de l'édition, il redémarre. Et d'où ses candidatures à l'Académie française quand il estime que c'est mûr. Bon, ça marche pas pour des raisons politiques, mais pas pour des raisons littéraires. Parce qu'il a déjà redémarré une nouvelle carrière. Et effectivement, avec des titres et des publications très intelligemment faites et étudiées. Et des rééditions. Et les reprises. Et les rééditions dont on parle d'ailleurs dans le les rhabillages. Dans le texte, des rhabillages, des nouveaux... c'est très intéressant, tout ce métier d'éditeur que fait Chardonne. Et Chardonne a été très utile, j'ai l'impression, pour lui. D'ailleurs, on sent bien qu'il est un peu l'agent de Paul Morand. L'auteur de Tendre Stock, réédité par Stock. Et chez Chardonne s'en occupe. Mais Chardonne a bien compris qu'il y avait également son intérêt, finalement, dans cette affaire. Ils s'appuient l'un contre l'autre et ils ont rapidement compris l'un et l'autre qu'ils sont en train de dresser un monument pour la postérité et que, on voit que cette conviction va se renforcer peu à peu au fil des lettres. Au-delà de ces aspects internes à l'histoire littéraire et aux stratégies auxquelles elles peuvent donner lieu, qu'apporte ce tome très important, plus de 1000 pages. Est-ce qu'il renouvelle la vision qu'on peut avoir de Paul Morand ? Moi, d'abord, je veux féliciter ceux qui sont venus à bout de cet énorme travail, enfin qui est probablement encore en cours, parce que j'avais vu le manuscrit à Lausanne, à la bibliothèque. On me l'avait amené sur un chariot. C'était une pile, de 5 ou 6 000 feuillets, tous de formats différents, certains dactylographies, certains pas. Ça faisait vraiment peur. J'avais regardé pendant quelques heures ces lettres. Et que Gallimard ait trouvé des gens pour mener à bien ce travail, c'est tout à fait remarquable. Ce que ça apporte. Alors c'est vrai que après la publication du Journal inutile, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, une bonne partie de l'intérêt, disons, de l'intérêt biographique, de l'intérêt de scandale ou même politique, est un peu, disons, dilué. Parce que dans le Journal inutile, c'était dit déjà, et parfois de façon plus violente ou plus caricaturale, si vous voulez, mais en tout cas, c'était déjà dit. Donc, c'est un peu une confirmation de ce point de vue, du point de vue de l'information sur la biographie de Morand, par exemple, ce qui m'intéressait particulièrement. Mais sur les rapports de Chardonne et de Morand avec cette avant-garde littéraire, du moins je ne sais pas si on peut parler d'avant-garde, du moins le groupe des hussards, on apprend énormément de choses, énormément de détails. Je pense que tous ceux qui vont travailler maintenant sur Laurent, sur Nimier, sur Déon, etc., auront l'obligation de lire cette correspondance. Et puis, moi, je trouve, c'est peut-être le professeur ici qui va parler, je trouve qu'il y a un intérêt particulier dans le genre de la correspondance. Il n'y a pas tellement de cas d'une correspondance aussi volumineuse et aussi dense, aussi dynamique dans la littérature française, en particulier au XXe siècle. C'est, je crois, assez unique. Donc, c'est bien que on est là l'exemple, en particulier pour les jeunes qui ont désappris d'écrire des lettres, qu'on est là un exemple d'une correspondance qui fait avancer la pensée, qui est amusante, qui apporte constamment, qui est d'une densité aussi extraordinaire. On voit bien que Morand, comme Chardonne, s'efforce de mettre le maximum de choses dans la moindre lettre. C'est toujours plein de petits détails sur leur lecture, sur leur rencontre. Enfin, il y a toujours énormément de choses, souvent peu liées, et c'est jamais formaliste. C'est jamais, il n'y a jamais de formule un peu en roue libre, facile. Il y a des jugements qu'on peut trouver un peu café du commerce, mais à côté de ça, il y a quand même toujours des choses
amusante et curieuse. Correspondance d'un genre un petit peu particulier, parce que ces deux protagonistes décident par avance qu'ils souhaitent qu'elle soit publiée, et donnent même la date à partir de laquelle il est possible de la publier, c'est-à-dire l'année 2000, si je ne me trompe pas. Oui, oui, ils ont. Alors ça s'est fait progressivement, il semble-t-il également. J'ai découvert ça en lisant certaines lettres. Dans un premier temps, Chardon a conscience qu'il veut réunir toutes ces lettres de Morand, et il se demande bien ce qu'il va en faire parce que ça commence à devenir volumineux. Et il pense à une publication, mais sans les siennes. À plusieurs reprises, il dit à Morand, je vous renvoie vos lettres, faites-les dactylographier, mais publiez-les à la suite, mais sans les miennes. Ça enlève de l'intérêt. Voilà. Ça aurait été bien moins intéressant, oui. Et heureusement, Morand est arrivé, je présume, à le convaincre qu'il fallait que l'ensemble fût publié, fût conservé d'abord à Lausanne, et puis fût publié dès que la possibilité viendrait. Et vous, Marc Lambron ? Moi, il y a deux choses qui me frappent. C'est, je pense que Chardon avait raison d'être modeste. Comme disait Churchill à propos de Clément Attlee, Monsieur Attlee est un homme modeste et il a de bonnes raisons de l'être. Et moi, je suis quand même frappé par l'inégalité de stature littéraire quand on lit ces textes. Je veux dire, et à cet égard, le journal inutile où Morand est seul en scène est plus rapide, plus dense, peut-être plus intéressant, en tout cas moins ralenti que ne l'est cette correspondance où bien des lettres de Chardon ont un rôle presque intercalaire. C'est quand même Morand qui est en scène. Moi, j'ai eu l'impression parfois d'être à de la plotte basque. Enfin, il y a un fronton, mais celui qui tient la chistera, c'est une image morandienne. C'est Morand. L'autre chose, alors on n'est pas là pour faire les procureurs, mais quand on regarde ce que pensent ces messieurs, car ils ont des opinions, très souvent c'est quand même, on est en 57-58, c'est le corps de doctrine d'un petit commerçant poujadiste. Il n'aime pas les juifs, les homosexuels, les gaullistes, les communistes. Enfin, il y a un concentré d'allergie qui ne les grandit pas, qui est quand même très en contraste avec l'intelligence morandienne, avec le cosmopolitisme des deux d'ailleurs. Enfin, le Portugal est très important pour Chardon. Morand n'arrête pas de voyager. C'est quand même assez énigmatique, ce point aveugle, cette bêtise au fond. Roland Barthes disait les bêtises des gens intelligents sont fascinantes. Chez Morand, chez Chardon, je ne sais pas si Chardon était intelligent, Morand l'était sûrement. Il y en a beaucoup. C'est une volonté de déplaire. Non, c'est pas une volonté de déplaire. Non, mais c'est vrai, il y a un peu de frustration. De l'aigreur. Je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'aigreur ? Non, je sens pas Morand vraiment aigre, mais je les sens un peu racornis tous les deux. C'est-à-dire que c'est un peu un petit milieu littéraire, mais je pense que c'est dû au fait que, Chardon intéressait plus Morand pour ses capacités d'éditeur que pour son intelligence ou sa compréhension des mouvements du monde. Et je pense que Morand cloisonnait volontiers ses réflexions. Je pense que Morand ne disait pas tout ce qu'il pensait à Chardon et qui se mettait un peu à la portée de son interlocuteur, ce qui est une qualité des diplomates d'ailleurs. Là, on en trouve une. et le cloisonnement aussi des interlocuteurs. Je pense que c'est plutôt ça, parce que Morand était capable de vues, à la même époque, beaucoup plus larges. Mais, à mon avis, ça ne valait pas la peine d'en faire part à Chardon. Oui, il serait intéressant d'avoir la correspondance avec Nimier, qui existe et qui est contemporaine. Ça, je pense que ça serait plus intéressant. Parce que la stéréo entre Morand-Chardon et Morand-Nimier sera regardez d'ailleurs, en permanence Chardon, il habitait à la campagne, avec, je ne sais pas si c'est son chat ou son chien et sa femme, et son fils qui était éditeur, etc. Et c'était une vie, mais vraiment très différente de celle de Morand. Et donc, de temps en temps, il devait être très content, Chardon, d'être invité au Crillon, parce qu'autrement, il n'y allait pas. Voilà, donc c'est deux personnages qui n'évoluaient pas dans les mêmes lieux, dans les mêmes cercles, avec les mêmes centres d'intérêt, mais qui se retrouvaient autour de la littérature.
Ils ont été dans les mêmes lieux aussi. Ils vont, par exemple, l'un et l'autre à Roscoff pour faire des bains d'algues, des Oui, alors il lui cures. recommande des bains de siège, des bains d'algues, Des villes de cure dans l'Allier aussi. des villes de cure dans l'Allier. Mais c'est le côté pépère de Chardonne, le bonheur de Barbezieux. Côté mitterrandien. Oui, c'est ça. Oh, bah, je dis pépère, Les grands pas hommes de la tonton. Charente. Alors, il y avait quand même des différences de point de vue, de jugement. Chardonne, sur, par exemple, le problème juif, enfin, sur la question juive, va être amené à se différencier de la position de Morand. Il lui dit dans une lettre, il y a un seul point sur lequel nous ne serons jamais d'accord, c'est sur la question de la race juive. Bon, il n'y croit pas. Il dit qu'il n'y croit pas. Et d'ailleurs, à propos de Franck, de Bernard Franck, là aussi, Chardonne le soutient constamment, alors que, tout en disant que c'est un juif dépenaillé et malodorant, mais Morand ne partage pas du tout son enthousiasme pour Bernard Franck et s'en méfie beaucoup. Donc, sur ce point-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en aurait probablement d'autres, oui. Peut-être, évidemment, sur le point de vue général, sur ce qui s'est passé en 1940, ils se rendent compte. C'est-à-dire que la France n'était pas convaincue que cette guerre valait la peine d'être menée, que finalement, on aurait pu s'entendre avec l'Allemagne et qu'on aurait eu bénéfice. Ça, ils sont l'un et l'autre à le dire et à le redire. Oui, alors c'est assez curieux parce que, alors Morand, à un moment, il dit dès qu'il y a un juif dans une assemblée, je me retrouve auprès de lui. C'est là que je vais parce que c'est là que c'est là que ça se passe. Enfin, la fascination de ce qu'il est. En même temps, il y a un côté Le Pen. Hein. Il y a une lettre où il parle de Christian Pineau, qui était le beau-fils de Giraudoux et qui était ministre des Affaires étrangères sous la 4e, résistant. Et Morand dit Pineau est allé à Buchenwald, mais il manque de concentration. Bon. C'est écrit comme ça, en français dans le texte. Pas très bon. Non, mais il faut le dire. Je veux dire, il y a ça aussi dans cette Dans correspondance. France la Dulce, aussi des choses France très, la Dulce, déjà. Bon. Alors, ce qui est assez équivoque et qui est éclairé, enfin étrange, et qui est éclairé par la préface de Michel Déon, on se souvient que en 68, au début du journal Inutile, donc lorsque cette correspondance est interrompue par la mort de Chardonne, Morand bascule dans son journal et dans les premières pages, il dit qu'il n'a pas beaucoup de peine, qu'il est même étonné d'éprouver si peu de chagrin à la mort de Chardonne. Et à la fin de sa préface, Déon dit avoir reçu une lettre de Chardonne qui lui disait finalement Morand, ça n'est pas grand-chose ou ça n'est rien. Alors, il y a un sous-texte aussi. Enfin, qu'est-ce qui se passe entre ces deux hommes qui se font mille grâces, qui ont des rapports de jeu, d'intérêt. Il y a aussi ça. Pourquoi est-ce que Chardonne dit que Morand, ça n'est rien? Bon, mystère, c'est un sous-texte. Il va falloir attendre les 2 prochains tomes. Oui, sur le bénéfice qu'on peut trouver à la lecture déjà de ce premier volume de correspondance. Moi, déjà, une petite remarque. Moi, je suis assez frappé, finalement, du créneau qu'occupe Morand dans l'édition en 2013. Il y a une assez grande adresse, peut-être commerciale, de la part de Gallimard, qui a fait quand même saliver, qui a maintenu le suspense sur la publication de ce volume. Donc on peut effectivement saluer le risque commercial pris. Mais je pense qu'il y a une demande quand même autour de ce genre de publication, peut-être attirée ou attisée par l'odeur du soufre ou ce genre de motivation. Moi, à titre personnel, je retire un bénéfice de cette lecture, c'est parce qu'elle nous donne, petit à petit, et de façon un petit peu pointilliste, des informations et des renseignements sur la place d'Hélène Morand auprès de Paul Morand. On s'aperçoit, alors moi c'est un peu mon dada, cette Hélène Morand dans l'ombre de Paul. Donc Hélène Morand, Hélène Souzzo, la princesse roumaine, c'est l'amour. Chrysovelloni. Voilà, Chrysovelloni de naissance, c'est l'amour de sa vie à laquelle il est resté fidèle. D'ailleurs, le journal Inutile contient des pages très, très émouvantes. Le seul moment où Morand devient un petit peu humain, c'est quand il décrit le déclin et l'agonie de cette femme. Et on s'aperçoit notamment donc par des petites
pointes, des petites notes, qu'il se partage la lecture des livres, qu'elle lui rend compte de certaines lectures. Et ça a recoupé certaines choses que j'ai trouvées par ailleurs sur Hélène Morand, lectrice de Morand, qui, lui, notamment à propos d'un livre comme Champion du Monde, il se vous voit naturellement, il dit vos personnages sont pas assez affirmés, votre style se relâche. Enfin, et on voit qu'elle joue ce rôle finalement de cette statue de grand écrivain. Morand l'a construit, mais pas tout à fait tout seul, hein, puisqu'il y avait si c'était une abeille ou une chouette dans son ombre qui a joué ce rôle. Et peut-être aussi son mauvais génie dans certains jugements et certaines affinités électives ou comment dirais-je, rejets qui sont très présents dans ces pages. Oui, même à Bucarest, elle lui a pas rendu service à Bucarest. Parce que Bucarest était traversé par un courant anglophile et un courant germanophile. Et Morand a penché du côté germanophile, à tort. Et c'était pas très bon. Et donc elle s'est aliénée un certain nombre de gens, dont par exemple d'autres aristocrates roumains qui étaient beaucoup plus anglophiles. C'est curieux ça. En même temps, Hélène, je pense, a dû l'introduire aussi à tout ce qui était la philosophie allemande, les auteurs allemands. La musique allemande. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'il aimait beaucoup la musique. Morand. Le ménage, les lettres et la musique. Je ne suis pas certain. Par les Rolling Stones. Dans les lettres, il n'en parle pas énormément. Je ne suis pas sûr qu'il aimait tellement la musique. Mais enfin, en tout cas, je pense à Bucarest, il est clair qu'elle ne lui a pas rendu service. C'est pour conclure cette émission, je vous propose à chacun d'entre vous de suggérer une lecture, quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien Paul Morand, ou pas du tout, qui n'aurait pas encore abordé son œuvre. Et oui, c'est une question difficile, mais il faut bien commencer. Quel livre offririez-vous à quelqu'un qui n'a pas encore lu Morand ? Moi, je dirais bien sûr le journal d'un attaché d'ambassade. C'est un peu logique. Moi, le plus irrecevable par la moralité ordinaire contemporaine, c'est-à-dire Hécatès et ses chiens. Moi, je dirais peut-être Rien que la Terre. C'est un récit de voyage, mais qui est constamment écrit merveilleusement, avec des raccourcis formidables. C'est vraiment 1926, formidable. Voilà, et pour ma part, ce serait Venise, parce que c'est à titre personnel, celui par lequel j'ai découvert Morand, et puis aussi parce que quand on lit le début du premier tome de la correspondance, on voit que Chardonne dit sans cesse à Morand, faites un livre sur vous, essayez de trouver un texte, et j'ai l'impression que le produit de ces suggestions extrêmement pressantes de Chardonne, c'est justement Venise, qui est ce livre un petit peu du retour sur soi à travers cette ville italienne. Merci à tous. Peut-être voulez-vous ajouter une dernière chose ? Non, moi je crois que on n'a pas dit ça aussi. Ce qui est formidable chez Morand, il faut le dire pour conclure, c'est les attaques. Pour moi, c'est dans la littérature française, les premières phrases des nouvelles de Morand. Alors là, pour le coup, c'est du jazz. Je veux dire, c'est quelqu'un qui prend son sax ténor et il y a une façon d'entrer comme ça dans les textes qui est merveilleuse. Voilà. Donc en conclusion, moi je renvoie au début, aux attaques morandiennes. On pourrait ajouter que dans le journal, dans la correspondance, on trouvera beaucoup de conseils de jardinage. Non, moi je n'ai rien à ajouter. Je crois qu'aujourd'hui, il fait quand même l'unanimité. On voit bien que si Gallimard Sebet a publié les lettres, c'est qu'il fait aujourd'hui l'unanimité et qu'on l'a lavé de tous ses péchés. Il faut dire qu'on a vu bien pire depuis. Merci. J'ajouterai pour conclure que donc la correspondance dont nous avons parlé entre Paul Morand et Jacques Chardonne est bien publiée aux éditions Gallimard, qu'elle couvre les années 1949 à 1960, que 2 tomes sont donc à venir plus tard. Enfin, pour clore cette émission, pour ceux qui voudraient approcher l'œuvre et l'homme Paul Morand, on ne peut que conseiller